êtes sur Paix et Guerre, 26e édition. Nous sommes le 10 juillet 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme chaque fois. Alors, ce soir, on a, comme d'habitude, un programme assez fourni. Je vais vous parler d'abord quand même légèrement des législatives, très légèrement, et surtout, essentiellement, des conséquences de ces législatives et de leurs résultats pour la place de la France dans le monde, ce qui me semble être bien dans notre objet. Et puis ensuite, je vous parlerai de 4 autres points. Le deuxième point, ce sera la mission de paix de Viktor Orban concernant la guerre en Ukraine. Le troisième point sera le sommet de l'OTAN qui a lieu en ce moment avec les évolutions stratégiques. Enfin, il est très impacté par les évolutions stratégiques américaines et donc ça va avoir des conséquences sur le sort de l'Ukraine et notamment ses perspectives d'adhésion ou non à l'Alliance. Quatrième point léger sur la situation au Moyen-Orient et les derniers développements. Et cinquième point enfin, encore plus léger, mais quand même important, je voulais en parler quelques minutes, sur ce qui se passe au Sahel, parce que ça nous concerne aussi, même si nous en sommes de plus en plus loin, malheureusement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques requêtes, vous vous en doutez bien. La première, mais c'est de vous abonner, parce que c'est vraiment très important pour le développement et le référencement de Paix et Guerre. Il faut faire connaître la chaîne à vos amis, à vos connaissances, si vous appréciez ce qui s'y dit. Et puis bien sûr, commentez cette vidéo. Vous le faites déjà beaucoup, je suis très heureuse. Il y a beaucoup de commentaires. Je les lis presque tous. Je ne peux réagir à tout précisément parce qu'il y en a énormément. Je mets parfois des petits cœurs, ce qui est une manière pour moi de vous dire que j'ai particulièrement apprécié. Mais il y en a aussi beaucoup, je ne peux pas mettre des petits cœurs partout non plus. En tout cas, je tiens compte de ce que vous me dites, c'est ça qui est important. Et je remercie aussi, j'en profite, puisque je suis devant vous, pour remercier ceux qui m'adressent de véritables lettres à l'ancienne, des courriers postaux adorables, dont certains me touchent beaucoup, et parce qu'ils démontrent l'ampleur de l'inquiétude partagée pour notre pays et aussi le niveau de bon sens et de lucidité d'énormément de mes concitoyens. Et ça me fait me sentir moins seule, ça m'encourage à poursuivre. Et j'ai notamment, et je termine là-dessus, reçu une grande et magnifique lettre anonyme de quelqu'un qui s'appelle, qui a inventé un nom, Martine Martin, n'est-ce pas? Et je voulais, si elle m'écoute, la saluer ici et la remercier. J'ai beaucoup apprécié son courrier. Et puis, dernière chose, last but not least, je vous remercie de vos dons, petits ou grands. Nous avons décidé de masquer le compteur Tipeee, non pas du tout par manque de transparence, mais parce que son affichage semblait gêner certains qui trouvaient les dons collectés insuffisants et d'autres qui s'étonnaient, qui trouvaient qu'il y en avait beaucoup. Alors, c'est pas vrai, hein, ils sont pas trop importants, ils ne sont évidemment pas trop importants, jamais trop importants. Bref, j'ai pensé que c'était mieux d'effacer le compteur, mais peut-être que je vais revenir là-dessus parce que, voilà, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Vous pouvez me le dire dans vos commentaires d'ailleurs. Le marketing numérique, c'est pas ma tasse de thé, ça c'est clair, et c'est nouveau pour moi, donc je peux faire des erreurs. Bon, maintenant, on revient à des choses beaucoup plus graves. Premièrement, premier point, sur les conséquences de ces législatives anticipées françaises, sur l'image et la place de la France dans le monde. Je crois qu'il est clair pour tout le monde qu'on est désormais dans une France ingouvernable et qu'elle va le rester un petit moment, même s'il y a un Premier ministre et quel qu'il soit, parce que voilà, on est vraiment dans une situation très difficile désormais. Je sais pas si, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous s'en rendent compte. Notre pays peut être dès l'automne mis sous tutelle financière par l'Europe, ce qui est quand même voilà, ça se passe de commentaires. On est sous le coup d'une procédure pour dérapage budgétaire considérable. Donc on peut dire que les Mozart de la finance nous ont quand même mis dans le mur, hein, avec une légèreté insondable. Et je pense aussi que le Covid a très bon dos pour expliquer cette incurie financière. Alors composer une majorité de gouvernement sérieuse et cohérente, moi ça me semble
par nature assez impossible aujourd'hui. Ça va être un bric et broc, plein de petits arrangements, et ça va rendre eh bien, le travail parlementaire, les lois, l'évolution du pays, tout ça très compliqué et très aléatoire. Je pense qu'on entre dans une phase de paralysie. Alors hier, les commentaires, enfin il y a 2 jours, les commentaires allaient bon train sur le retour du parlementarisme qui était célébré comme une bonne nouvelle dimanche soir. Moi je pense que c'est un drame, hein, voilà, parce que c'est un drame parce que la Ve République n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour un président fort et très soucieux de l'intérêt national, avec un gouvernement à sa main qui travaille vraiment en cohérence étroite avec lui. Et bon, on a manifestement cassé le moule de ce type de dirigeant en France. Donc, quelle alliance? Je suis incapable de vous le dire, évidemment. Je persiste à dire que les programmes du nouveau Front populaire me semblent, pour moi, éminemment dangereux au plan économique, dans l'état actuel de nos finances, dans l'état actuel du monde, dans l'état actuel de l'Europe. Ça me semble très, très démagogique. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat d'économie pour comprendre que si on augmente encore les impôts, alors qu'on est déjà un des pays qui en subit le plus, ça ne va pas développer les recettes. Ça va au contraire faire plonger l'activité économique, ça va donc diminuer l'assiette fiscale et ça va donc en fait produire l'inverse de ce qu'on raconte aux gens que ça va produire. Donc c'est là qu'il y a quand même une démagogie très grave. Je pense que les taux bancaires aussi, je ne suis pas du tout économiste, mais enfin c'est assez simple de penser que ça ne va pas continuer à baisser, ça va remonter, ça a déjà commencé d'ailleurs. L'exode fiscal, n'en parlons pas, si on avait ce type de mesures extrémistes. Donc en fait, in fine, ce n'est pas les super riches, comme on les appelle, n'est-ce pas, qui vont abonder le budget de l'État, ils ne sont plus là, c'est les classes moyennes, et plutôt les classes moyennes inférieures d'ailleurs, qui vont trinquer. Donc tout ça est lamentable, tout ça est complètement à rebours du discours qui est tenu. Voilà, le projet de loi de finances prévu pour l'automne, je ne sais pas comment ça va se passer. Bref, je suis personnellement assez inquiète pour les Français, d'autant qu'ils sont quand même, encore une fois, du fait des processus électoraux, niés dans leur vote et dans leur volonté sur beaucoup de sujets, notamment sécuritaires, mais pas seulement, par le jeu des lois électorales, en fait, et puis bien sûr des désistements. Donc on est en train de prendre dans ce pays une habitude fort peu démocratique qui est de voler leur vote, finalement, aux électeurs ou de s'en moquer. Et ça nourrit la frustration, ça nourrit potentiellement la réaction. Et donc, voilà, il n'y a pas de quoi se réjouir vraiment de ce qui s'est passé depuis un mois dans le pays. Mais alors, pour revenir plus sur mes plates-bandes, au plan international, c'est aussi, sinon plus dramatique encore. Parce que la France vient de faire la démonstration, non seulement effectivement qu'elle n'est plus gouvernable, mais qu'elle l'est de moins en moins et qu'elle va être de moins en moins, et pendant je ne sais combien de temps, un interlocuteur sérieux, viable en Europe comme dans le monde. On est de façon flagrante désormais à contre-temps de toutes les évolutions du monde. Je ne sais pas si on prend bien la mesure de ce qui se passe dans le reste du monde, sur le reste de la planète. Donc l'idéologie et le dogmatisme nous enfoncent et on est incapable de changer de discours, empêcher de pouvoir exister, empêcher d'avoir une parole intelligente et fiable, empêcher d'être utile dans le maelstrom des bouleversements géopolitiques d'ampleur qui s'accélèrent sous nos yeux tous les jours. Évidemment, la situation en Europe et le conflit en Ukraine sont la plus triste manifestation de cette inadéquation désormais structurelle des positions de notre pays face aux problèmes, face aux réels déjà, et aux problèmes qui se posent dans le cadre de ce conflit, et aux enjeux sécuritaires pour l'Europe considérables, parce qu'il n'y a pas que les enjeux sécuritaires extérieurs, encore une fois, intérieurs, il y a les enjeux sécuritaires extérieurs et la sécurité en Europe. Donc notre parti pris fou de nourrir la guerre en Europe, en fait, contre la Russie, sur la base, d'une mauvaise analyse, je ne parle même pas historique, parlons plus, mais d'une mauvaise analyse, d'une mauvaise compréhension, d'une pure idéologie, d'un alignement complètement infantile sur les positions américaines, va se payer très cher. Alors ça ne se paiera pas forcément par la guerre générale, et j'espère vraiment que non, mais ça se paye déjà, et ça va se payer de plus en plus par le déclassement stratégique profond de notre pays et de l'Europe dans le reste du monde. Donc nous sommes vraiment de plus en plus, chaque jour,
à contretemps même de notre propre camp, du camp occidental, sans même parler du fait qu'on croit que c'est le camp du bien, n'est-ce pas? C'est quand même particulièrement débile. Donc on est à contretemps même de notre camp, car la stratégie américaine, celle de notre grand allié que nous suivons avec une servilité sans limite, eh bien, elle est en train d'évoluer sensiblement dans le cadre des élections américaines à venir, qui poussent les uns et les autres à commencer à amorcer des inflexions dont je vais vous parler. Et il y a un mouvement donc général de la politique extérieure américaine, que ce soit avec l'administration actuelle Biden ou avec celle de Trump qui est en train de se préparer, de s'amorcer, de s'avancer. C'est un mouvement, enfin si on voulait le résumer en 2 lignes, c'est le délestage, n'est-ce pas, de la responsabilité de l'enlisement ukrainien sur l'Europe. Voilà. Donc les Américains, maintenant qu'ils ont bien assuré, j'allais dire, la gabegie stratégique en Europe, n'est-ce pas, et qu'on les a bien suivis là-dedans, ben, vont gentiment nous refiler le bébé et nous laisser nous débrouiller avec. Alors on peut expliquer aussi longtemps qu'on veut, sur tous les plateaux, dans tous les débats, que c'est une chance pour l'Europe, n'est-ce pas, ce délestage, et qu'elle va devenir enfin stratégiquement autonome. Ça n'est pas vrai, et ça ne se transformera pas en réalité. La pensée magique, c'est fini, il faudrait quand même qu'on commence à comprendre ça. La réalité, c'est qu'on va récupérer le fardeau financier gigantesque d'une Ukraine en miettes, et militairement en morceaux, et que ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe, à aucun point de vue. Donc on s'engage militairement avec des hommes, avec des matériels, avec des armements, avec des formateurs, avec des mercenaires, avec des contractors maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire des sociétés militaires privées, dans ce conflit, au moment même où à Washington, on commence à planifier l'après-échec patent et admis de Kiev et de ce qu'on a voulu faire de Kiev, c'est-à-dire la jeter contre la Russie. Voilà. Bon, je vous ai expliqué tous ces processus depuis des semaines, donc je ne vais pas revenir sur le fond. Mais donc, si vous voulez, la France là-dedans, et vous allez voir que mon deuxième point qui traite de la Hongrie, c'est assez frustrant, si vous voulez, parce qu'on devrait faire ce qu'est en train de faire Viktor Orban. C'est nous qui aurions dû prendre le lead de cette médiation et de cette intelligence de situation sur le conflit ukrainien, et on ne le fait pas. Donc notre position est en train de s'affaiblir globalement, régionalement, relativement, au sein même de l'Europe, vis-à-vis de l'Allemagne, et vis-à-vis de la Pologne, et vis-à-vis d'autres pays. Et alors qu'il y a une alternative qui est en train de se mettre en place, alors c'est encore des signaux faibles, c'est encore des signaux parfois ambivalents, voire contradictoires, je vais vous expliquer aussi pourquoi, mais en tout cas, nous, on n'est pas dans le jeu, on est hors du jeu, et comme on a beaucoup de mal à sortir de notre rhétorique purement idéologique, enfin, qui ne comprend rien à ce qui se passe véritablement et aux dangers qui sont les nôtres, eh bien, on n'est pas prêt de raccrocher les wagons du bon train. Voilà. Alors, j'en viens à mon deuxième point, la mission de paix de Viktor Orban concernant le conflit ukrainien. Donc, je l'avais vu venir, je vous en ai parlé depuis déjà 2 émissions, je crois, à plusieurs reprises. C'est en train de se faire sous nos yeux. Ce ne sera pas forcément un succès immédiat, mais c'est l'amorce de quelque chose. Et c'est un retournement auquel nous n'avons pas part, et contre lequel même nous sommes en train de nous insurger, n'est-ce pas? Bon. Alors, la Hongrie, elle est en train de prendre un poids relatif au sein de l'Europe, avec un camp, en agrégeant autour d'elle un camp conservateur et assez constructif au plan des intérêts sécuritaires de l'ensemble européen, au sein de l'Europe, et notamment au sein du Parlement européen, puisque je vous rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est important parce que c'est en train de grossir, Viktor Orban est en train à créer un nouveau groupe, si vous voulez, au sein du Parlement européen, qui s'appelle Patriots for Europe, dans lequel il y a désormais la Hongrie, la Tchéquie, l'Autriche, pardon, les Slovaques, bientôt, les Italiens, et même le nouveau groupe du Rassemblement national français est en train de s'agréger à cela. Donc il est en train de se passer quelque chose au sein du Parlement européen, et au-delà
dans les structures européennes. Donc il faut pas négliger ce qui est en train de... Il faut comprendre à quoi ça correspond. Ça correspond à un sursaut, à une volonté de réaction face à un européisme complètement fou, qui s'est complètement emballé comme un cheval, quoi, si vous voulez, qu'on n'arrive plus à tenir, et qui veut la guerre à tout prix, et qui est en train de lancer la guerre de l'Europe contre la Russie, ce qui est une folie douce. Voilà. Enfin, pas douce. Bon. Donc Orban, lui, il a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, et depuis ce jour-là, le lendemain d'ailleurs de la prise de pouvoir, enfin de la prise de présidence, il a commencé sa diplomatie de la navette, si vous voulez, comme on dit, shuttle diplomacy hein, en anglais, c'est-à-dire qu'il est allé successivement à Kiev, à Moscou, à Pékin et à Washington. Je ne sais pas s'il y est en ce moment, je pense qu'il va y aller très bientôt, ou il y est peut-être déjà en ce moment même. Mais je ne pense pas parce qu'il y a le sommet de l'OTAN, donc je pense qu'il fera ça peut-être juste après, ou à moins qu'il ne l'ait fait déjà. Je dois vous dire que je ne le sais plus. Mais en tout cas, c'est son plan, il est presque réalisé, et donc il est allé en gros demander aux uns et aux autres quels sont les termes possibles d'un apaisement et d'un compromis. Et d'un compromis sur ce conflit en Ukraine qui n'a ni queue ni tête, qui évolue extrêmement mal pour l'Ukraine. Et ça ne va pas s'arranger, c'est évident déjà depuis plus d'1 an, mais on fait semblant de ne pas le voir. Bon, donc il est allé prendre le pouls finalement des positions négociatoires des uns et des autres, des positions possibles. J'ai vu un extrait d'une interview où il est interviewé par un reporter du journal Bild qui lui dit « Mais en fait, vous êtes en train d'aider la Russie ?» Il lui répond du tac au tac « Mais non, je suis en train d'aider l'Europe. » Voilà. Parce qu'on n'a pas l'air de bien comprendre que c'est l'Europe qui est en train de se retrouver dans une très mauvaise posture, beaucoup plus que les États-Unis vis-à-vis de la Russie. Donc, je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est un game changer. C'est un game changer peut-être à signaux faibles pour l'instant. Évidemment, ça rend malade tous les autres, hein, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, qui expliquent qu'il aurait dû demander, n'est-ce pas, s'il avait le droit d'aller en tant que président du Conseil de l'Union européenne dans toutes ses capitales. Bref, si vous voulez, c'est le trublion qui sort du jeu et qui dit « Non, mais il faut arrêter de jouer là comme vous jouez, ça ne sert à rien. Il faut se mettre dans le réel. Maintenant, il faut discuter sérieusement avec les uns et les autres. » Évidemment, les Russes l'ont remercié assez tièdement, en disant « Oui, bah, c'est bien de venir savoir, au moins essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de voir quelles pourraient être nos positions. Zelensky, enfin, de comprendre les points durs, en fait. Le président ukrainien, évidemment, qui est fou furieux de ça, continue à dire que la seule solution, c'est d'effondrer l'armée russe, bien sûr, on peut toujours rêver, et l'économie russe, bien sûr, et que les médiateurs ne peuvent être que ses alliés. Alors ça, c'est très embêtant, parce que le propre d'une médiation, c'est précisément que les médiateurs ne doivent pas prendre de camp. Voilà. S'ils veulent servir à quelque chose, ils doivent être neutres. C'est le principe de base de la médiation, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas l'air d'avoir compris. Volodymyr Zelensky, enfin, il est surtout très, très inquiet parce qu'il se rend compte d'un certain nombre de choses. Donc, il a continué à appeler l'armée américaine plus ou moins à intervenir, directement ou indirectement. En tout cas, il sent le vent du boulet se rapprocher. Il a quand même dit, et ça c'est une bonne chose, il a quand même dit qu'il jugeait la Chine médiateur légitime possible. Donc ça, c'est important. Et bien sûr l'UE, mais pour dire, mais il faut que ce soit toute l'UE, pas seulement la Hongrie, voilà. Et il a aussi d'ailleurs dit que Erdogan, le Turc, que ça n'avait pas de sens, ces tentatives de médiation. En tout cas, quoi qu'il en soit, et quelles que soient les réactions épidermiques à l'initiative de Viktor Orban, le vent semble tourner. Et moi, je m'en réjouis. Enfin, ça ne veut pas dire que l'été ne sera pas chaud, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sanglant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer dans l'escalade en essayant de provoquer de plus en plus la Russie en attendant qu'elle commette encore une nouvelle faute, etc. Mais quand même, les bases d'un possible règlement commencent à se dessiner. Et ce ne sont clairement pas les nôtres, puisque nous, on continue à avoir des positions maximalistes, en expliquant que l'Ukraine doit revenir à ses frontières de 91. Enfin,
on est complètement dans le... pour dire familièrement, on est dans le potage, quoi. On a strictement rien compris à ce qui se passe militairement dans ce conflit depuis le début, et je ne vous parle même pas des attendus et de tout ce qui a fait que ce conflit est arrivé. Donc on est prisonnier de nos mensonges, si vous voulez. Alors le contre-feu européiste n'a pas tardé, c'est les responsables bulgares qui ont dit « mais nous aussi, on veut bien être médiateurs et on va l'annoncer au sommet de l'OTAN », ils sont peut-être en train de le faire, pour essayer de reprendre la main, en fait, pour que Van der Leyen et tous les autres autour, dont nous, essayons de reprendre la main en remettant un petit pays d'Europe centrale et orientale, la Bulgarie, qui est beaucoup plus docile, évidemment, que la Hongrie, puisse porter des exigences un peu alternatives et certainement plus maximalistes vis-à-vis de Moscou. Mais ça veut aussi dire que les Bulgares, même eux, ont compris qu'il était peut-être temps de chercher un règlement pacifique plutôt que de poursuivre l'escalade, parce que les États-Unis vont nous lâcher. Voilà. Et ça, c'est en cours. Donc je vais vous l'expliquer. Je termine pour dire que sur le terrain, les attaques ukrainiennes se poursuivent, sur les infrastructures énergétiques russes, sur les systèmes de défense antiaérien pour préparer en fait l'intervention éventuelle des F-16. On n'en est pas là. Parce que pour l'instant, la Russie réplique, alors comme toujours avec des salles de missiles sur toute l'Ukraine. Il y a eu récemment, elle a été accusée par Kiev d'avoir tapé un hôpital et avec plusieurs dizaines de morts civiles. Moscou a dit que, évidemment, c'était pas eux. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est embêtant, si vous voulez, parce que jusqu'à présent, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et contrairement à tout ce qui est raconté, la Russie sciemment cherche à minimiser au maximum les pertes civiles ukrainiennes, ce que ne fait pas l'Ukraine, qui elle tape volontairement les agglomérations civiles russes, notamment dans la région de Kharkov à Belgorod. Mais là, on passe à... Enfin, il faut pas que ça dérape, quoi. Troisième point, lié, bien sûr, ils sont tous liés, mes points, de toute façon. C'est le sommet de l'OTAN, en ce moment même, et le sort de l'Ukraine. Alors, on n'a pas encore les conclusions de ce sommet au moment où j'enregistre cette émission. Ce qu'on peut probablement dire, je m'avance un peu, mais bon, c'est qu'il est probable que l'on n'annoncera pas la prochaine entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Je pense que même Volodymyr Zelensky a compris que, voilà, il s'était fait jouer, en fait. Il s'est fait avoir, ça c'est clair, mais il s'est fait avoir depuis qu'il a fait cette émission qui était destinée à le transformer en potentiel président. Cette émission de télévision. Donc, il s'est fait jouer, c'est-à-dire qu'on a armé son pays, on a fait en sorte que ça monte, que la Russie réagisse. Bon, maintenant c'est la guerre, il est en train de la perdre de manière terrifiante. C'est un massacre humain terrifiant. Il faudrait quand même aussi qu'on ait conscience de ce qu'on est en train d'aider à faire, c'est-à-dire tuer tout un tas d'innocents qui ne pourront jamais rien changer à la situation militaire de l'Ukraine face à la Russie, parce que c'est juste, c'est pas comparable, voilà, c'est juste pas comparable, même si on aimerait l'inverse, même si, c'est pas le sujet, voilà, c'est comme ça. Donc, même lui est en train de comprendre. Le ministre de l'Intérieur polonais, en amont du sommet, a dit que l'Ukraine est en train de comprendre qu'elle n'entrera pas dans l'OTAN. Et ça, c'est quand même une évolution importante, parce qu'il y a encore quelques semaines, il y avait des responsables américains pour dire « mais si, elle entrera dès que possible, etc. » Enfin, ils chauffent le chaud, le froid, ils soufflent le chaud et le froid sans arrêt. Bon, pour essayer de les tenir, de leur dire qu'il faut faire une nouvelle offensive qui va être un désastre comme la précédente. Enfin, je veux dire, c'est fou, c'est fou. En essayant de tenir l'escalade au maximum jusqu'à ce qu'elle devienne dangereuse pour eux, essentiellement. Mais cette évolution importante qui va, à mon avis, se traduire par des déclarations officielles à l'issue de ce sommet, c'est le reflet d'une transition en cours, d'une transition stratégique, si vous voulez, de la réflexion et de l'anticipation au sein du Pentagone américain, qui manifeste la lutte entre deux visions stratégiques différentes. D'un côté, celle
bon, de l'administration Biden et de tous ses soutiens, bien sûr, notamment au Pentagone, qui est celle voilà, des démocrates néoconservateurs américains, globalistes, libéraux, etc., qui sont pour la guerre perpétuelle, en fait. Et puis le camp de Trump et des républicains, qui a une autre vision des choses et de ce que doit être la politique extérieure américaine, et notamment vis-à-vis de l'OTAN, mais aussi vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis de la Chine. Et donc, il y a deux courants là qui sont en lutte, sauf qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle américaine, et que donc là, on sent bien que les gens sont en train de choisir un peu bon, leur camp, qu'est-ce qui va dominer, comment est-ce qu'il faut bien prendre le... Vous savez, il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux dans la politique extérieure américaine. Il y a des choses, il y a des choses qui ne bougent pas en dépit de tout ce qu'on nous raconte, mais il y a aussi des inflexions importantes. Et ces inflexions importantes, ben, c'est l'inflexion du réalisme. C'est-à-dire que du côté du camp de Trump, il y a quand même des stratèges beaucoup plus réalistes que du côté des néocons américains qui veulent se faire la Russie depuis très très longtemps. Donc il n'y a plus seulement les va-t-en-guerre globalistes libéraux de l'administration Biden qui se font entendre et qui jusqu'à présent ont poussé les Européens à obéir bien sûr, mais à s'engager de plus en plus dans le soutien militaire et effectif à l'Ukraine, et puis les autres, donc les Trumpistes. Alors, il y a un article qui explique très bien ça, dans Politico, récent, et qui explique où on en est de ce débat. Alors, des sources officielles, des sources officieuses, bref. L'enjeu de cette étude qui a été faite, c'est de définir la stratégie américaine vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, bien sûr. Et donc, en gros, c'est faire pivoter les États-Unis loin de l'Europe, vers la Chine, et pour cela, de transformer un peu l'OTAN et d'en faire ce qu'ils appellent Dormant NATO, donc une organisation qui sera là, j'allais dire, de manière préventive, mais plus forcément de manière active contre la Russie. Donc, dans ce papier, qui est très intéressant, qui est donc fait par un stratège républicain, les États-Unis ne financeraient plus ce qui n'est pas essentiel au sein de l'OTAN, la recentreraient sur son core business, quoi, comme disent les Anglais, le cœur de ses préoccupations initiales, de ses missions initiales, et pousserait les Européens à dépenser un maximum pour leur propre défense. Bon, ça c'est déjà un peu en cours, vous me direz, en leur expliquant que c'est comme ça qu'ils peuvent rester sous l'ombrelle nucléaire américaine, c'est le prix à payer, mais que, essentiellement, concrètement, il y aura surtout un sous-bloc, donc sous l'ombrelle américaine, si vous voulez, et des coalitions, faits de coalitions au sein des membres de l'OTAN, qui prendront la responsabilité de défendre le flanc Est, le flanc oriental, c'est-à-dire le flanc contre la Russie, et que ce ne serait plus aux États-Unis de le faire. N'est-ce pas? C'est intéressant. C'est-à-dire on est lancé dans une guerre, hein, et puis à un moment donné, on va... Ben non, en fait, c'est plus de notre intérêt, nous, c'est la Chine qui nous intéresse, donc vous comprenez, vous allez vous occuper de la Russie, n'est-ce pas? Bon, donc les États-Unis deviendraient, dans cette idée, dans cette perspective, un vecteur d'équilibre, mais extérieur, en fait, vis-à-vis de l'Eurasie, donc de la Chine et de la Russie, et il serait essentiellement un fournisseur de logistique en dernier recours. Si vraiment les Européens n'y arrivent pas tout seuls, alors ils pourraient faire appel aux Américains. Bon, donc voilà, il faut comprendre ce que ça veut dire, hein. C'est joliment dit, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est la stratégie de l'entourage de Trump, d'un Trump revenant au pouvoir. Et donc, bon, il s'agit de pousser les Européens à dépenser un maximum, à mettre en place une intégration industrielle en matière de défense à l'échelle européenne, ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est moins qu'on puisse dire. On a des industries nationales qui coopèrent légèrement sur certains programmes, le moins possible, même entre nous et les Allemands, c'est très compliqué. Et donc l'idée, voilà, c'est de faire une espèce de mini-NATO européenne, le pilier européen de l'Alliance, si vous voulez, mais de lui donner une nature
beaucoup plus opérationnel en fait, et de travailler sur l'interopérabilité des matériels, des troupes, des armées, de tout, et finalement de permettre aux États-Unis de se contenter de ce rôle de provider logistique, si vous voulez, de fournisseur de logistique. Alors, autre point crucial dans cette évolution, c'est évidemment, et ça il faut s'en réjouir, parce que je pense que ça suffit comme ça, c'est que l'extension d'alliance s'arrête. On arrête de vouloir intégrer de nouveaux membres. Voilà. Et on arrête, et on gèle la guerre de proxy ukrainienne. On gèle, voilà, on dit aux proxy ukrainiens, ça suffit, bon, c'est raté, c'est planté. On va continuer à avoir une coopération militaire, bien sûr, avec vous, les Ukrainiens, on va vous aider, etc. Enfin, un, vous n'entrerez pas dans l'OTAN, et deux, il va falloir se calmer parce que vous ne faites pas le poids, en fait, et donc ça n'a pas marché. Bon. Alors, voilà, nous, évidemment, ici en France, on considère que dire cela, c'est affreux, c'est les abandonner, c'est les trahir, etc. Moi, je prétends que s'il y a bien 500 ou 600 000 morts ukrainiens, il serait peut-être temps d'arrêter les compteurs de l'horreur et peut-être de préserver ce qui reste de la jeunesse ukrainienne, et d'ailleurs pas que de la jeunesse, puisque maintenant on chope dans la rue n'importe qui pour aller se faire piler par l'artillerie russe quelque part sur la ligne de front. Donc je trouve tout ça moralement indéfendable, mais comme on est dans l'inversion morale, c'est très difficile à dire. Donc, si vous voulez, ces points-là, ça peut aider à rétablir une forme d'équilibre avec la Russie. Je ne dis pas de dialogue, parce que le dialogue, ça va être très compliqué, mais au moins la rassurer sur son point essentiel, qui est le même depuis 2007, on est en 2024, qui est « il ne faut pas qu'il y ait de base nucléaire à nos frontières ». C'est quand même pas très compliqué à comprendre, et que donc l'Ukraine doit être un État neutre. Il n'a pas besoin d'être avec nous, mais il ne peut pas être dans l'OTAN. Bon, voilà, on en revient finalement, si vous voulez, on a tout ce temps perdu, tous ces morts, tous ces désastres, toutes ces destructions, tout cet argent, tout ça, pour en revenir à, bah ouais, en fait, non, c'est pas une bonne idée, l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Bon. Ça, c'est l'idée de Trump, donc c'est un compromis pragmatique. À mon avis, il faut y arriver le plus tôt possible, parce que sinon, bientôt, l'Ukraine, elle va diminuer de plus en plus. Alors, les Américains, enfin, côté Trump, les stratèges côté républicain, si vous voulez, ont des idées sur ce que doit être cette nouvelle Europe renforcée qui va leur permettre de se concentrer sur les Chinois et de nous laisser faire le sale boulot vis-à-vis de la Russie de manière préventive, c'est-à-dire ne plus attaquer, mais être capable de défendre le flanc oriental. Donc, dans ce cadre, c'est intéressant pour la France, j'espère que nos diplomates le savent, lisent, comprennent ce qui est en train de se passer pour notre pays, parce qu'on a beau vouloir être les premiers élèves de la classe et vouloir en faire des tonnes et vouloir être plus royaliste que le roi, on n'est pas du tout sélectionné, si vous voulez, parmi les bons élèves. Les bons élèves, c'est l'Allemagne et la Pologne, à laquelle on va ajouter bien sûr les petits Baltes qui, eux, sont complètement agités et font tout ce qu'on leur dit, le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc l'idée, c'est de relancer l'armée allemande. Ça aussi, ça devrait quand même nous faire réfléchir. Et de faire de la Pologne un junior partner en comptant sur la rivalité, puisqu'actuellement les Polonais et les Allemands se battent diplomatiquement et politiquement pour être les plus aimés de Washington. C'est vraiment la course à la vassalisation totale. Donc là, l'idée, c'est de les mettre ensemble et de faire ce qu'on appelle le military, le Schengen militaire, military Schengen. Donc une alliance où la France, je ne sais pas où elle sera, peut-être qu'elle joindra, bien sûr, elle rejoindra, mais la France, elle continue à faire peur. Elle a le feu nucléaire, elle met son grain de sel, pas toujours sur le bon plat, mais enfin, elle le met. Et en tout cas, elle ne sera pas le cœur de ça. Le cœur, ça va être l'Allemagne et la Pologne. Et ça, moi, j'en parle depuis, je ne sais même plus combien de temps, tellement ça fait longtemps, mais ça se voit dans tellement de petits faits qui s'accumulent. Donc l'idée,
Voilà, c'est de faire une ligne de défense de l'Europe face à la Russie, le long de la frontière, en fait. Bon. Et du point de vue des Américains, étant donné l'état de leur propre armée, qui n'est pas aussi flamboyant que ce qu'on veut bien croire, c'est une manière d'optimiser finalement leurs ressources et l'allocation de leurs ressources militaires pour maintenir, bien sûr, leur leadership, parce qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner leur leadership. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment une lutte, et bien sûr, c'est le verdict de l'élection américaine qui va décider du courant qui va l'emporter, si vous voulez. Donc soit on aura... et d'ailleurs, il y a même la Kaja Kallas, là, la présidente anti-russe, là, qui a pris la tête des affaires étrangères de l'Europe, la Balte, a dit récemment, ce qui dans sa bouche a dû lui coûter extrêmement cher, mais on lui a demandé de le dire, que l'Ukraine pouvait obtenir une victoire sans reconquérir ses territoires perdus. Ce qui est quand même une grosse évolution dans la sémantique et les limites droite et gauche de ce qu'on appelait la victoire de l'Ukraine, si vous voulez. Ça a beaucoup changé. Là, il y a un petit tournant réaliste qui est en train de se prendre. Et Biden avait dit d'ailleurs à peu près au même moment que bon, l'Ukraine pourrait bien ne pas rejoindre l'OTAN. Bon, lui, il est le spécialiste des déclarations dans tous les sens, mais enfin... on voit bien que c'est en train de se jouer là, et que nous, comme d'habitude, on n'a rien compris. On est toujours dans la fleur au fusil, n'est-ce pas? On voit des troupes, des instructeurs, des formateurs. On ne voit pas ce qui est en train de se passer. Donc, et ça n'empêche pas d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une escalade qui se poursuit. On a eu les États-Unis, parce que justement, ces courants sont en train de se frotter l'un à l'autre, et donc il y a des déclarations ou des décisions même qui peuvent paraître contradictoires ou enfin incohérentes. En fait, c'est pas de l'incohérence, c'est cette friction entre les courants au sein du Pentagone et au sein des équipes politiques républicaines et démocrates qui se manifestent comme ça. Quand vous avez un Biden qui explique que, ou un Blinken, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre qui l'a dit, que l'Ukraine pouvait taper maintenant des cibles à l'intérieur de la Russie, ce qui est Russie profonde, Russie pré-guerre, les frontières de la Russie d'avant, si vous voulez. Quand les Américains disent qu'ils envisagent d'envoyer des contractors, on sait ce que c'est les contractors. Il y en a eu plein l'Irak, il y en a eu plein l'Afghanistan. En fait, c'est des militaires qui font un travail de militaire, mais qui ne sont pas officiellement membres, bien sûr, des armées américaines. Quand on continue à donner des systèmes anti-aériens à l'Ukraine pour qu'elle se défende des attaques russes, etc. Tout ça, c'est nourrir le conflit. On n'est pas là dans une phase justement d'arrangement ou de discussion. Mais c'est une contradiction, mais elle n'est qu'apparente en fait. C'est vraiment le reflet de cette lutte entre la guerre perpétuelle, on continue, et pivotons vers la Chine, nous, Américains, et laissons les Européens se débrouiller avec la protection du flanc Est de l'Alliance. Donc voilà, des réalistes, en fait, c'est ceux qui ont comme priorité de taper la Russie, bon ça c'est toujours les néocons démocrates au pouvoir actuellement, et puis ceux qui ont comme priorité j'espère pas taper la Chine, parce que ce serait n'importe quoi, mais au moins de réemployer un maximum de leurs ressources et de leurs forces dans la perspective d'une dissuasion de la Chine qu'on considère désormais comme une puissance impérialiste. Enfin là, on est aussi en train de faire évoluer les discours. Enfin, c'est dramatique, quoi. Au lieu de chercher la paix, l'apaisement, les nouveaux équilibres et de chercher notre place dans tout ça, tout ce qu'on sait faire, c'est de l'adversité, c'est de l'hostilité, c'est toujours contre nous, avec nous. Bon.
Voilà, bon, c'est un peu pathétique et c'est surtout très pauvre stratégiquement et très dangereux. Mais bon, c'est comme ça, c'est les gens qui réfléchissent dans nos chancelleries, qui pensent comme ça. Donc, tout ça va se régler en novembre, on saura à peu près, ce qui veut dire que l'automne va être une période extrêmement dangereuse pour le conflit en Ukraine, puisque selon le résultat de l'élection, on aura une reprise de l'escalade, où on aura au contraire une forme d'accalmie et peut-être le début de pourparlers sérieux, etc., dont Orban n'est que l'un des préparateurs très amont, on va dire. Voilà, ça ne va pas se faire tout de suite, évidemment. Mais, bon, et moi j'espère que ça se passera comme ça. Ça se passera comme ça. Quatrième et cinquième point, qui seront beaucoup plus courts que celui-là, mais qui étaient très importants à faire. La situation au Moyen-Orient, sur le front de Gaza, bon, le désastre humanitaire se poursuit. La menace d'une extension du conflit au Liban à l'initiative d'Israël se poursuit, avec évidemment une réaction du Hezbollah qui se prépare et qui, voilà, c'est même en cours. Les échanges, les incendies d'un côté comme de l'autre, ça chauffe. Ça chauffe à la frontière nord, enfin à la frontière sud du Liban, à la frontière nord d'Israël. Mais manifestement, là aussi, on voit des pressions américaines pour forcer, sinon un apaisement, du moins une accalmie. Et je pense que le pouvoir israélien actuel est en train de comprendre, alors jusqu'à quel point ça va se traduire dans ses activités militaires, je ne sais pas, mais est en train de comprendre que les États-Unis ne les suivront pas dans une guerre contre le Hezbollah, qui serait extrêmement hasardeuse et extrêmement dangereuse pour les États-Unis, pas seulement pour Israël. Quand on voit ne serait-ce que ce qu'on continue à faire les Houthis au Yémen, etc., enfin, ça pourrait provoquer l'embrasement vraiment de la région. Et ça, Washington n'en veut pas, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a déjà plusieurs mois, mais c'est de plus en plus clair. Que ce soit l'Iran, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, personne ne veut d'un embrasement régional au Moyen-Orient. Donc chacun essaie de jouer ses cartes. Là encore, les États-Unis ont forcément une politique extrêmement confuse en apparence, parce qu'en fait, ils continuent à soutenir, malgré tout, militairement Israël, dans ce que fait Israël en Palestine. Donc, bien sûr, il y a la limite, si vous voulez, de cette modération dans le discours, mais enfin, il y a manifestement quand même des pressions, et Netanyahou sait très bien qu'il ne peut rien faire sans le soutien militaire constant des États-Unis. Donc, est-ce que ça va permettre, on sait que les pourparlers reprennent, là, entre le Hamas et les émissaires israéliens, notamment ceux des services de renseignement. Il y a aussi des pourparlers avec des Américains, des négociateurs, des médiateurs américains en Égypte. Donc il y a Doha, il y a le Qatar et il y a l'Égypte. Il y a toujours plus de 100 otages israéliens retenus par le Hamas. Israël dit qu'il y en a 116. Israël dit qu'il y en aurait une quarantaine qui seraient morts. Je n'en sais rien. Le Hamas lui-même semble atténuer ses conditions, puisque jusqu'à présent, il demandait un cessez-le-feu total et définitif et le retrait de toutes les forces israéliennes, alors que là, ça a l'air d'être un peu plus... Et je pense que le Hamas, lui, subit, bien sûr, des pressions de la part de l'Iran, peut-être de la Russie. Voilà, il a aussi ses soutiens qui disent il ne faut pas que tout ça dégénère totalement, parce qu'on ne pourra pas venir forcément à votre secours. Donc, ça n'empêche pas, évidemment, Benyamin Netanyahou, pour des raisons de politique intérieure évidentes, de continuer d'expliquer qu'il va éradiquer le Hamas, qu'il va tenir le Hezbollah à la gaffe et qu'il est prêt à tout pour obtenir la libération des otages. Mais justement, prêt à tout, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Je pense que ça va vouloir dire quelques concessions à un moment donné. Elles seront peut-être soigneusement escamotées, masquées, etc. Et elles auront peut-être lieu d'ailleurs sur d'autres sujets. Je ne sais pas. Le deuxième point concernant le Moyen-Orient que je veux aborder, c'est bien sûr l'élection iranienne.
on a donc un nouveau président de la République islamique, qui est le candidat réformateur, qui est un cardiologue, qui a près de 70 ans, qui est manifestement acceptable pour le clergé conservateur iranien, qui a donc joué très habilement et qui veut rester arbitre. Ça va faciliter, en tout cas ça a été vu probablement comme tel, et compris par la population d'ailleurs, la position de l'Iran sur la scène régionale et internationale. Ça éloigne un durcissement qui aurait fait le jeu d'Israël si ça avait été le conservateur Jalili qui avait été élu. Donc là, finalement, l'Iran remet, montre qu'il ne veut pas l'escalade, remet un peu le bébé, en tout cas la responsabilité d'une escalade éventuelle du côté d'Israël en disant, regardez, nous, on élit un réformateur qui veut l'apaisement, qui est même prêt à reprendre des pourparlers, mais sur un mode, à mon avis, très méfiant et très transactionnel avec les États-Unis, qui veut convaincre le Hamas d'accepter un cessez-le-feu, qui veut pousser le Hezbollah à retenir ses actions contre Israël. Donc tout ça, c'est un peu une manière de dire, bon, nous on ne veut pas d'escalade. Hein, voilà, donc ne nous poussez pas. Ne nous poussez pas. Voilà, il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de jeux hein, de chaque côté, de chaque partie a une manière de mettre en scène, bien sûr, ses positions. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Arabie saoudite a été l'un des premiers États à féliciter l'Iran pour l'élection de ce nouveau président. Donc, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, au-delà de ce conflit actuel, Israël-Palestine, il y a cette tendance de fond des puissances de la région à rechercher une forme d'indépendance vis-à-vis de l'emprise américaine, de l'emprise occidentale d'une manière générale, et la volonté de chercher voilà, des modus vivendi entre elles. C'est le cas depuis 2023 avec la reprise vraiment des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et ça va se poursuivre. Ça, c'est un problème pour Israël, évidemment, considérable, mais c'est une tendance de fond qui me semble quand même souhaitable pour l'apaisement de la région tout entière. Hein. Voilà, si enfin ces dirigeants comprennent qu'ils ont intérêt à se, j'allais dire comme les Africains d'une certaine manière, à se sortir des griffes des soi-disant parrains et alliés occidentaux qui en fait sèment la zizanie et sèment la déstabilisation tous azimuts depuis des décennies dans cette partie du monde, eh bien finalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc le prochain événement décisif, évidemment, ce sera la succession du guide suprême, Khamenei, qui lui est très âgé, et est assez malade, je crois aussi, dit-on. Mais en tout cas, il y a peut-être une nouvelle dynamique qui devrait aussi pousser les États-Unis à faire attention à ce qu'ils font vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'Iran. Et puis mon cinquième point, c'est le Sahel, pour vous dire qu'en Afrique aussi les choses bougent, que désormais l'alliance des États du Sahel se solidifie, l'intégration se poursuit. Il y a donc désormais officiellement une confédération des États du Sahel qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est en rupture manifeste, enfin claire, sans équivoque désormais, avec le reste de l'Afrique de l'Ouest, qui est une alliance militaire, donc qui est une rupture avec la CEDEAO, qui est donc une rupture très claire avec bien sûr l'influence française, mais aussi américaine. Et c'est un mouvement lourd, c'est un mouvement probablement assez irréversible, qui est, j'allais dire, la queue de la comète d'un rejet progressif de l'influence française, de la manière dont la France traite toujours d'ailleurs ses partenaires africains. Et là aussi, comme en Europe, comme au Moyen-Orient, ça devrait nous conduire à refonder notre politique étrangère vis-à-vis de cette partie du monde et vis-à-vis de l'Afrique qui est loin d'être quelque chose, d'être un simple corollaire, n'est-ce pas, de notre influence, ou simplement des petites chasses gardées dont on voit bien que c'est fini. Il n'y a plus de chasses gardées nulle part.
Le monde a complètement changé, il serait temps qu'on s'en rende compte à Paris comme ailleurs, comme à Washington. Voilà, je termine donc de manière un peu rapide cette intervention, ce 26e Paix et Guerre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner, voilà. Et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux développements. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.